Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui nous regarde. La grande salle du Conseil galactique tremblait à l'ouverture de la séance, le bourdonnement sourd des plaques gravitationnelles mobiles résonnant sous le sol miroir. Ici, même l'air semblait plus lourd, lourd du poids des verdicts rendus depuis longtemps. Au-dessus du centre de la salle, les hologrammes des secteurs du vide tournaient lentement, projetant une lumière or pâle et violette sur d'interminables rangées de délégations extraterrestres. D'imposantes colonnes de métal poli s'élevaient dans l'obscurité, leur surface gravée d'emblèmes plus anciens que la mémoire. Loin au-dessus, le plafond, noyé dans l'ombre, scintillait de constellations venues de systèmes oubliés. Marcus Tan se tenait silencieux au milieu de la petite délégation humaine, ses bottes plantées sur la pierre froide et réfléchissante. Son visage était calme, figé dans un masque de discipline, mais la tension lui serrait la mâchoire. Derrière ses yeux gris orage, quelque chose attendait, crispé, enroulé, muet. De l'autre côté du vaste amphithéâtre, l'ambassadeur d'Ishkaran, Varesh Kol, se leva de son siège. Imposant et mince, sa peau miroitait entre le verre et le cendré, sa texture évoquant la pierre fissurée sous l'eau. De petits yeux dorés et prédateurs brillaient sous les épais plis de sa capuche cérémonielle, et lorsqu'il souriait, la ligne irrégulière de ses dents jaunies était reconnaissable entre mille. Nos invités d'honneur de Sol, Rikana Voreshkol, sa voix résonnant dans la salle avec une résonance huileuse, semblaient impatients de goûter des fruits bien hors de leur portée. Un rire rauque et moqueur parcourut les délégations rassemblées. Les Ejlans, à la peau épaisse et reptilienne, sifflèrent d'amusement. Les Telvanni, élancés et semblables à des mantes religieuses, claquaient leurs mandibules en signe de dérision. Le lieutenant Eric Mallory, debout à 2 pas derrière Marcus, s'agitait, mal à l'aise. Sa main tremblait à son côté, et il se pencha vers le capitaine Adrian Tyler en murmurant « Monsieur, allons-nous les laisser faire ?» Marcus tourna légèrement la tête, réduisant Mallory au silence d'un regard perçant. Le jeune officier déglutit difficilement et se redressa, une rougeur de honte lui montant aux joues. Varesh Kol poursuivit, prolongeant l'humiliation avec une précision théâtrale. Des hominidés primitifs, dit-il, savourant ses mots, s'accrochant aux ruines des dieux, comme si des singes accroupis pouvaient comprendre l'héritage. Une nouvelle vague de ricanements moqueurs parcourut la salle. Les délégués des Shaltari, à la peau translucide et changeante, tournèrent leurs grands yeux d'obsidienne vers les humains et ricanèrent d'une voix musicale et insidieuse. Ce n'était pas seulement un rire, c'était le son des verdicts déjà rendus, des portes qui se fermaient les unes après les autres, de l'histoire réécrite sans eux. La délégation Ishkuran s'avança à l'unisson tandis que ses scribes déployaient un document officiel, rituel archaïque destiné à rendre leur insulte encore plus contraignante. Les symboles lumineux se déployèrent tels des vrilles prédatrices au-dessus de la salle. En reconnaissance du devoir sacré du Conseil de protéger les terres sacrées des Anilzans, proclama Voresh Kol, nous proposons l'exclusion formelle des représentants de Sol de toute expédition dans les secteurs du vide, que cela soit consigné. Leur lignée ne porte aucune marque d'honneur. Leur passé est une coquille vide. Un murmure parcourut les espèces rassemblées. Certains ne riaient pas tous, comme les Kalari aux traits acérés, avec leur armure d'obsidienne et leurs membres segmentés, observaient en silence les humains, dont les expressions étaient plus difficiles à déchiffrer derrière Marcus. Le capitaine Tyler se pencha subtilement en avant. « À l'ordre, monsieur », murmura-t-il, les yeux rivés sur le drame qui se déroulait. Le regard de Marcus balayait la salle avec une précision clinique. Chaque insulte pesait, chaque posture était notée. Il sentait les regards, la dérision, le lent étranglement politique se resserrer autour de la gorge de l'humanité. Il se laissa faire. Les insultes continuaient. L'un des assistants d'Ishkuran, une créature dégingandée aux cornes fines et ramifiées et à la peau craquelée, se pencha en avant et dit d'une voix suffisamment forte pour qu'on l'entende « Mieux vaut les laisser ronger des os dans leur petit berceau primitif. Au moins, là, bas, personne d'autre n'aura à subir leur puanteur. » De nouveau, les rires retentirent. Marcus resta immobile. Les hologrammes vacillants des secteurs du vide se reflétaient dans ses yeux, vastes étendues sans étoiles parsemées des vestiges spectraux de l'empire perdu des Anilzans. Les anciennes blessures de l'histoire tourbillonnaient lentement au-dessus de sa tête,
indifférente aux querelles mesquines des vivants, il laissa le silence s'étendre, son souffle le laissant lent et invisible. Pas encore. Le moment n'était pas encore venu. La délégation humaine, une douzaine parmi des centaines, se tenait exposée sur le vaste sol, cernée par des larmes de dédain. Leurs uniformes, noirs et gris acier, arborant le sceau minimaliste de la Terre unie, semblaient humbles face à l'opulence qui les entourait. Les Ishkouran portaient d'imposantes robes, alourdies par de somptueuses broderies dorées de sceaux délavés, cherchant à imiter la grandeur d'ancêtres qu'ils parvenaient à peine à saisir. Au-delà du banc Ishkar, d'autres espèces ajoutaient leur verdict silencieux. Les Eltariens, flottant dans des chambres à gravité nulle, se détournèrent avec un dédain délibéré. Les Uvates, semblables à des limaces et boursouflés dans des aéroglisseurs transparents, se bousculaient dans une gaieté gloutonne. Une voix, mielleuse mais méprisante, s'échappa de la rangée des représentants de Railo. Peu, être les singes, devraient-ils d'abord maîtriser leur propre lune avant de revendiquer le berceau des étoiles? Les poings du capitaine Tyler se crispèrent, les épaules raidies sous sa veste de soirée sombre. Les poings serrés à ses côtés, les épaules tendues sous sa veste de soirée sombre. Le lieutenant Mallory jeta un nouveau coup d'œil à Marcus, une lueur de désespoir se lisant sur son jeune visage, mais la posture de Marcus demeurait immobile, telle une statue sculptée dans une volonté de fer. La pression dans la pièce s'épaissit. Elle était presque palpable, pesant sur les poumons comme sur les nerfs. L'immensité de la pièce ne lui semblait plus libératrice. C'était un théâtre étouffant où l'humiliation se déroulait en spectacle public. Du haut de l'estrade, le ministre des Débats, un être nerveux de la race des Arcans, ajusta ses lunettes et toussa poliment, amplifiant sa voix à travers la salle. Y a-t-il une objection à l'exclusion formelle de Sewell des expéditions dans les secteurs du vide? Le murmure d'un consensus imminent s'épaissit, enflant comme une marée lente et inévitable sur le point de les submerger. Tout là-haut, les hologrammes des secteurs du vide tournoyaient sur leurs axes, témoins silencieux de la cruauté désinvolte du Conseil. Le ministre présidant les débats, pressentant l'instant décisif, ajusta ses ceintures chatoyantes et s'éclaircit la gorge pour appeler au vote. Les Ishkariens se laissèrent aller en arrière avec une satisfaction indulgente, les plis de leurs lourds manteaux aux coutures dorées reflétant la lumière vacillante de la salle. Leurs petits yeux dorés brillaient, savourant le spectacle. De la délégation humaine, les jointures du capitaine Tyler blanchissaient sur les plis de son uniforme. Mallory remua de nouveau, déglutissant difficilement son visage juvénile pâle. Une goutte de sueur perlait lentement sur sa tempe. Marcus resta immobile, les mains jointes dans le dos, les épaules droites. Son regard parcourut les visages, prédateurs, dédaigneux, discrètement triomphant. Au-delà, quelque chose d'autre retenait son attention, immuable, ancien, épargné par la vague de moquerie. Son regard s'attarda brièvement sur l'œil d'Anu, posé intact sur son piédestal, à moitié oublié par le conseil même qui le vénérait autrefois. Là, au cœur de la chambre, l'artefact antique vibrait d'un bourdonnement à peine perceptible, tel un battement de cœur juste sous le seuil de l'ouïe. Les lèvres de Marcus se pincèrent. Il prit une lente inspiration, la tension s'accumulant sous la surface. Tous les muscles de son corps se tendirent, mais extérieurement, il ne trahissait rien. Qu'ils rient, qu'ils s'enfoncent encore plus dans leur arrogance. Le timing devait être parfait et le vote final n'avait pas encore eu lieu. Alors que le ministre des Affaires intérieures levait la main pour officialiser l'exclusion, le ton bas et rituel de la salle changea. Les délégués se penchaient en avant, pressentant la conclusion. Certains préparaient déjà leur déclaration de départ, impatients d'être parmi les premiers à déclarer les humains inaptes. Marcus resta muet. Il se tenait simplement là, monolithe silencieux de défi au centre d'une galaxie avide de l'oublier. Au-dessus de lui, les secteurs vides tournaient dans une interminable et lugubre rotation, et le poids de l'histoire, oublié de tous sauf quelques-uns, pesait invisiblement sur l'air. Il ne serait pas oublié de sitôt. Ailleurs, loin de la grande chambre, un autre genre de silence régnait. La poussière flottait paresseusement dans la lumière stérile du laboratoire, tandis que le docteur Alan Rowe se penchait sur la surface usée d'une ancienne tablette d'argile. Ses doigts gantés parcouraient les inscriptions cunéiformes gravées sur la surface craquelée, murmurant dans sa barbe. Autour de lui,
Des rangées de reliques s'étalaient sur des tables, des fragments de pierre, des statues érodées, et sous d'épais champs de quarantaine, des éclats d'alliages extraterrestres qui scintillaient faiblement sous les lumières du plafond. Le faible bourdonnement des champs de décontamination était le seul bruit, hormis quelques conversations murmurées. Le seul bruit, à l'exception d'une conversation murmurée occasionnelle au fond de la pièce, le docteur Jonathan Reed ajusta la mise au point sur un scanner à fort grossissement. Son front se plissa profondément. À côté de lui, enfermé dans une épaisse coque transparente, se trouvait un morceau de technologie extraterrestre, un fragment de ce qui aurait pu être un nœud de contrôle. Sa surface était marquée de sauts complexes qui pulsaient faiblement dans l'obscurité. Superposer à nouveau les séquences suméro-acadiennes, ordonna Rowe sans lever les yeux. Sa voix était un murmure rauque usé par d'interminables nuits de recherche. Reed tapota rapidement le panneau de commande. L'écran holographique scintilla et les inscriptions anciennes se projetèrent dans l'air au-dessus du bureau, tournant lentement. Sur les deux artefacts, humains et extraterrestres, des fragments de langage se superposaient, pas parfaitement, mais indéniablement. La salle retint son souffle. « Nous ne l'imaginons pas », dit finalement Reed d'une voix tremblante. « Les structures correspondent, la cadence, la syntaxe, c'est là. » Rowe laissa échapper un soupir, mi-rire. « Dieu nous vienne en aide », murmura-t-il en se penchant en arrière. « Nous en avons porté l'écho dans nos os tout ce temps. » Derrière eux, des techniciens en combinaison bleu simple se déplaçaient entre les postes de travail, cataloguant les données et ajustant les scanners, inconscients de la prise de conscience qui se formait au centre de la salle. Derrière les fenêtres blindées, la terre tournait au loin, telle une bile brillante suspendue. Le vide, inconscient de la vérité qui se dénouait sous sa propre histoire, au même moment, dans une salle de conférence faiblement éclairée, au cœur du complexe Geneva 7, un groupe d'hommes était assis autour d'une table métallique austère. Des uniformes militaires dominaient la pièce, sombres, discrets, marqués seulement de petits insignes indiquant leur grade. Le général Victor Hamon, large d'épaules et au visage impassible, était assis en bout de table, ses doigts épais croisés devant lui. Autour de lui se trouvaient des linguistes, des archéologues, des cryptographes et Marcus Stein, assis bien droit, l'expression concentrée. Des hologrammes planaient au-dessus de la table. Projection des superpositions extraterrestres sumériennes, flots de symboles décodés, structures phonétiques construites à partir de fragments de langue morte, des lignes d'Ishitarkor longeaient les motifs cunéiformes, et à mesure qu'elles tournaient et se croisaient en temps réel, les similitudes devenaient indéniables. Ceci, dit le docteur Malcolm Kearns, en ajustant nerveusement ses lunettes, c'est une lignée, un héritage linguistique. Quiconque, quoi que ce soit, a touché la terre à son berceau originel. Il a laissé cela derrière lui, une mémoire génétique inscrite dans nos plus vieux mots. Le général Hamon grogna. « Et vous en êtes certain ?» Sa voix était rauque, sceptique, aussi certain que possible, sans un Anilzan, vivant pour le confirmer, répondit Kearns. Mais la fidélité du motif est au-delà du hasard. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Le poids des implications pesait sur l'espace comme une marée montante. Après un long moment, Hamon se pencha en avant. « Imaginez que vous ayez raison. Imaginez que nous acceptions que l'humanité porte cet héritage. Qu'en faisons-nous » Le docteur Reed, assis au milieu de la table, répondit le premier. « Nous préparons quelqu'un pour le prononcer. » Des murmures emplirent la salle. Plusieurs officiers échangèrent des regards dubitatifs. « Et si c'est un piège ?» demanda le colonel Jefferson Granger à voix basse. La méfiance transparaissant dans chaque mot, nous pourrions être en train de débloquer quelque chose que nous ne comprenons pas. Marcus dit doucement ces premiers mots de la réunion. Nous pourrions être en train de reconquérir quelque chose qui nous a toujours appartenu. Tous les regards se tournèrent vers lui. Le général Hamon observa Marcus un long moment. « Et vous pensez pouvoir l'apprendre » Marcus soutint son regard avec assurance. « J'apprendrai quoi qu'il en coûte. » Et ainsi, les briefings laissèrent place aux leçons, plus de spéculation, plus de débats. Juste la répétition, l'effort et le lent démêlage de la langue enfouie dans le passé de l'humanité. À l'intérieur d'une chambre phonétique renforcée, la sueur perlait du front de Marcus. Les murs autour de lui vibraient faiblement grâce à des amortisseurs acoustiques. En face de lui, le docteur Mellin ajustait une série de diapasons et de résonateurs, ses mains se déplaçant adroitement sur un panneau orné de symboles extraterrestres.
De nouveau, dit-elle d'une voix saccadée. Marcus prit une profonde inspiration et commença. Les sons qui sortaient de sa bouche étaient rauques, gutturaux, résonnants, pas de la parole telle que les humains la connaissaient. Quelque chose de plus ancien, de plus dense, chargé de poids et de précision. Sa gorge se tendit sous l'effort. Des muscles non développés pour de telles configurations protestèrent contre ces formations inhabituelles. Une mauvaise prononciation, un subtil décalage de ton. « Stop !» dit Maïlin sèchement, grimaçant tandis qu'une boucle de rétroaction résonnait à travers les amortisseurs. « Tu es en train de détruire l'harmonique. » Marcus déglutit difficilement en secouant la tête. Sa poitrine lui faisait mal à cause de l'effort. De nouveau, il grogna. « Non. Reposez-vous, docteur, » dit Kern depuis la cabine d'observation, en tapotant la vitre avec son stylet. Sa voix était teintée d'inquiétude et de frustration. La mémoire musculaire ne s'accélérera pas en la déchirant. Marcus l'ignora. Il ferma les yeux, cherchant le rythme ancestral dans son esprit, le laissant s'harmoniser avec sa respiration. Lorsqu'il reprit la parole, la résonance était plus claire, plus profonde. Un fragment de quelque chose d'ancien agita l'air de la pièce, une présence presque tangible, pourtant impossible à nommer. « Docteur » Malin se raidit, regardant les affichages vaciller. « Ça marche » murmura-t-elle. Dans la salle de contrôle, le général Hammond reçut la nouvelle et se tourna vers le docteur Kearns. C'est lui. Fixer une réunion. Dans une salle sécurisée sous la surface de la Terre, décorée des bannières de la Terre unie, un groupe de décideurs était assis ensemble. Hammond, Kearns, Granger, le docteur Rowe, quelques autres. Des hommes dont les noms n'apparaîtraient jamais dans aucun livre d'histoire. « C'est un pari risqué » dit le colonel Granger, les doigts tambourinant avec agitation. « Si nous insistons, si nous le laissons là, bas avec rien d'autre qu'une langue morte et un mythe, nous risquons d'être ridiculisés dans toute la galaxie. Ou pire, dit Hammond d'un ton neutre, nous risquons de réveiller quelque chose que nous ne pouvons contrôler. » Silence à nouveau. Puis Marcus prit la parole, d'une voix basse mais ferme. « Si nous ne prenons pas ce risque, nous resterons où nous sommes, rampant à leurs pieds, mendiant les miettes d'une table qui devrait être la nôtre. » Il croisa le regard d'Hammond, sans broncher. « Tu m'as formé pour ça. Tu m'as fait confiance pour le porter. Laisse-moi finir ce que nous avons commencé. » Hammond le fixa un instant. Puis il hocha la tête d'un seul coup sec. « Ainsi soit-il, Marcus Stan, tu es par la présente désigné portador. Tu porteras l'héritage de la Terre jusqu'aux étoiles. » Pas d'applaudissements, pas de félicitations, juste la reconnaissance silencieuse du poids qui pesait désormais sur les épaules de Marcus. La réunion se transforma en préparatif. Presque aussitôt, les cœurs de données furent chargés, les protocoles d'urgence rédigés. Les équipes se rassemblèrent, certaines en public, d'autres enfouies sous un silence secret. Marcus resta assis un instant encore, les mains posées sur la table, ressentant la gravité du moment. Dans le silence, il murmura la première phrase d'Ishtar-Kar, des mots étrangers et pourtant familiers, comme si les pierres mêmes de la Terre l'écoutaient. Au-delà des murs renforcés, la Terre poursuivait sa lente rotation face aux étoiles, anciennes, belles et inconscientes. Mais Marcus Stan était conscient, et bientôt, la galaxie aussi. Un murmure parcourut la grande salle du Conseil galactique lorsque Marcus Stan s'avança. Son geste était délibéré, tranchant net l'air stagnant, lourd de moquerie et de condescendance. Ses bottes frappaient le sol en miroir avec un battement régulier et résonnant, la surface polie reflétant sa silhouette telle une seconde sentinelle inébranlable. Le ministre présidant les débats, sa silhouette longiligne et arquée enveloppée dans des robes officielles chatoyantes, hésitait au milieu d'un geste. Ses yeux segmentés clignaient rapidement, confus. Rapidement, dans la confusion, les délégués des gradins se penchèrent en avant, antennes frétillantes, vrilles recourbées, griffes fléchies, leurs voix s'élevant en un chœur confus. « Asseyez-vous » hurla Voreshkol. Membre de la délégation d'Ishkuran, ses traits de pierre fissurés, se tordant d'un dédain manifeste. Sa lourde robe de cérémonie flotta tandis qu'il se relevait en titubant, pointant un doigt squelettique vers Marcus. « Tu es hors sujet. » Plusieurs assistants de différentes espèces l'imitèrent, leurs cris se transformant en une tempête discordante d'indignation et d'incrédulité. Marcus les ignora. Il atteignit le centre de la salle du conseil,
se tenant juste sous les hologrammes des secteurs du vide qui tournaient lentement. Il se tenait juste sous les hologrammes des secteurs vides qui tournoyaient lentement. Les lumières dorées et violettes jouaient sur son visage, projetant de profondes ombres sous ses yeux et le long des lignes prononcées de sa mâchoire. Sans hésitation, il commença. Le premier son qui sortit de la bouche de Marcus n'était pas une parole comme tous ceux présents l'avaient entendu auparavant. C'était une vibration plus profonde, plus ancienne, grave et résonnante, qui semblait se propager jusqu'aux fondations de la chambre. La syllabe initiale résonna comme le son d'une cloche ancienne, plus perceptible dans les os que dans les oreilles. Le bruit dans la chambre faiblit. Les conversations s'éteignirent au milieu d'une phrase. Les mouvements s'immobilisèrent. Marcus continua, enchaînant sur une phrase gutturale, d'une voix ferme et inébranlable. Chaque son se superposait au précédent, créant une résonance qui commençait à déformer l'air, le courbant légèrement comme la chaleur s'élevant d'une terre brûlée. La délégation humaine resta figée, observant. Le capitaine Adrian Tyler serra les mâchoires en reconnaissant le rituel. À ses côtés, le lieutenant Eric Mallory écarquilla les yeux, les poings serrés, la respiration superficielle mais régulière. Les drones enregistreurs se regroupèrent en formation plus serrée, leurs objectifs braqués s'ensillaient sur Marcus. Des flux de données et d'images en direct furent transmis vers l'extérieur, atteignant des observateurs invisibles dans des dizaines de secteurs. Le rituel s'intensifia. La voix de Marcus résonna dans la salle caverneuse. Chaque syllabe pesante d'un poids oublié. L'acoustique de la salle, autrefois conçue pour la clarté et l'ordre, semblait maintenant se rebeller, transportant les sons anciens avec une réverbération fantomatique qui rongeait les nerfs de tous les présents. Vareshkol agrippa les accoudoirs de son fauteuil-trône, ses yeux dorés écarquillés par quelque chose de dangereusement proche de la peur. Au bord de la peur, ses assistants, les grands Ishkurans à la peau cendrée, aux crêtes cornues et aux joues creuses, resserraient leurs robes de cérémonie, comme si le tissu pouvait les protéger de la marée montante. Les délégués des Shaltari, la peau translucide frémissante de détresse, chuchotaient frénétiquement entre eux. Les Kalari massifs restèrent rigides, leurs plaques d'armure segmentées vibrant infimement tandis qu'ils échangeaient de rapides clics d'incertitude. Même les Eltariens impériaux, qui flottaient sur leur trône à gravité nulle, dérivèrent subtilement plus bas, leur bioluminescence s'atténuant jusqu'à un gris atténué. Une autre ligne d'Ishitarkar jaillit de Marcus, et l'air lui-même frissonna. Le son transforma quelque chose de plus profond que l'atmosphère. Il toucha des instincts longtemps enfouis par l'évolution, une reconnaissance primitive que ce qui était invoqué n'était ni du théâtre, ni de la politique, mais quelque chose de réel. Au-dessus du conseil, les grands hologrammes des secteurs du vide ralentirent, leur rotation vacillante, comme si les systèmes eux-mêmes répondaient à la fréquence des mots anciens. La chambre n'était plus simplement silencieuse. L'atmosphère était figée, comme si elle refusait de bouger. On aurait dit que le temps lui-même n'osait pas s'immiscer. Les lumières vacillantes au-dessus semblaient figées, tremblantes, le sol réfléchissant capturant chaque seconde haletante, tel un monument ancien et immuable. Le capitaine Adrian Tyler gardait une posture ferme, disciplinée. Derrière le masque du contrôle militaire, une lueur de fierté illuminait ses yeux. Il avait vu trop de batailles pour y croire facilement, mais même lui ne pouvait nier la crainte qui montait en lui. À côté de lui, le lieutenant Eric Mallory se tenait raide, les poings serrés. Un muscle se contracta au coin de sa bouche, l'instinct réprimé de sourire, pour exprimer la fierté féroce et dangereuse qui le rongeait à la vue de l'un des leurs, inébranlable au cœur du jugement de la galaxie. Ni l'un ni l'autre ne parlaient, ni ne bougeaient. Ils étaient simplement témoins, tendus, repliés sur eux-mêmes, portant en eux la fierté fragile et inébranlable d'un monde entier qui avait trop longtemps attendu ce moment. Les réactions des autres espèces variaient considérablement. Les Eltariens atténuèrent la luminosité de leurs corps bioluminescents jusqu'à les rendre presque invisibles. Les Shaltari agrippaient les plis de leurs robes, leurs grands yeux noirs remplis d'une lueur dangereusement proche de la peur. Même les imposants Kalari se figèrent, leur armure segmentée tremblant faiblement d'une terreur à peine contenue. Voresh Kaoul, qui quelques instants plus tôt exprimait son dédain à chaque mot, serrait maintenant son bâton de cérémonie à deux mains, la bouche s'agitant inutilement, tentant de formuler une protestation capable de résister au poids écrasant du rituel ancestral qui se déroulait sous ses yeux. Marcus tint le moment, achevant la séquence finale de cette invocation d'ouverture. Il baissa les mains avec une précision mécanique,
laissant les échos de la langue ancienne s'infiltrer dans les pierres, dans les eaux de la salle du conseil elle-même. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement. Ses yeux, gris orageux et fixes, balayèrent l'assemblée d'êtres qui avaient autrefois cru pouvoir renvoyer l'humanité d'une signature et d'un ricanement. Personne ne parla. Qui oserait? Les mots avaient été jetés comme des encres dans l'océan de l'histoire, révélant des vérités que personne dans la salle n'était prêt à affronter. Marcus resta debout, concentré dans le silence pesant, le rituel encore inachevé mais irrémédiablement commencé. La galaxie avait été prévenue, et Marcustan n'avait pas terminé. Marcustan s'avança, brisant le silence électrique qui régnait dans la salle du conseil. Ses bottes heurtèrent le sol miroir sans bruit, le poids de chaque pas absorbé par une tension si intense qu'elle semblait étouffer la réalité elle-même. Des regards le suivaient de tous côtés, certains écarquillés de terreur, d'autres plissés de suspicion, quelques-uns figés par la gravité de quelque chose qu'ils ne comprenaient pas mais redoutaient instinctivement. Les délégués observèrent, silencieux et impuissants, Marcus traversait le vaste espace en direction de l'œil d'Anu. L'artefact se dressait sur son piédestal, monolithe d'une parfaite noirceur d'obsidienne. Il absorbait les lumières dispersées des hologrammes du secteur du vide, sans rien restituer. Pendant des siècles, il avait été une relique, vénérée, exposée, mais finalement inerte. Un dieu silencieux dont personne ne croyait vraiment qu'il répondrait un jour. Marcus atteignit le pied du piédestal. L'espace d'un instant, rien ne bougea. Ni lui, ni les délégués, ni la lumière tourbillonnante au-dessus. Seule la fin silencieuse de l'artefact attendait. Depuis le banc d'Ishkaran, la voix de l'ambassadeur Vereshkol brisa le silence fragile. « Arrêtez-le » aboya-t-il, ses yeux dorés égarés. Ses traits de pierre craquelés se tordirent en un rictus de désespoir tandis qu'il se tournait vers l'assemblée. Il profanait un lieu sacré. Un diplomate de la délégation d'Ishkuran, le conseiller Drevalmon, silhouette voûtée au cou serpentin et aux écailles vertes craquelées, s'élança, sa lourde robe de cérémonie traînant derrière lui. « Cesse cette folie !» cria Drevalmon, la voix brisée par une panique à peine contenue. « La race Sol n'a aucun droit ici. » Marcus ne jeta même pas un coup d'œil dans sa direction. Il leva lentement la main droite, étendant ses doigts dans un arc précis et rituel qui reflétait des mouvements enregistrés seulement dans les plus anciens fragments de l'histoire anilzane retrouvés. Sa main gauche suivit, décrivant un motif dont aucune civilisation humaine n'aurait dû se souvenir. Et pourtant, il le traça avec la certitude d'un homme accomplissant un destin plus ancien que la mémoire elle-même. La salle du conseil trembla. Cela commença subtilement, une légère distorsion au bord de la vision, comme un miroitement de chaleur s'élevant de l'asphalte sous un soleil éteint. L'œil d'Anu pulsa une fois, invisible mais perceptible, une résonance subsonique qui résonna à travers la chair et les os. Marcus poursuivit le rituel, ses gestes lents, délibérés, autoritaires. Au-dessus de lui, les hologrammes flottants des secteurs du vide vacillaient de manière erratique, leur rotation stable se transformant en spasmes. Les lumières de la chambre flamboyaient et s'atténuaient dans un chaos successif, comme si elles luttaient contre une volonté invisible. Au moment où Marcus accomplit le dernier geste mystérieux, la réalité s'abattit. Une violente et silencieuse détonation de force jaillit de l'œil d'Anu. De petits objets, des coupes cérémonielles, des tablettes de données, des assistants holographiques personnels s'élevèrent dans les airs, pris dans des courants invisibles. Les robes s'enroulèrent anormalement autour de leurs porteurs. Cheveux et tissus flottaient comme sous l'eau. L'air lui-même devenait plus lourd, plus épais, chargé d'électricité statique, si dense qu'il donnait la chair de poule aux peaux exposées. Les délégués criaient, certains terrifiés, d'autres impressionnés. Plusieurs Eltariens flottaient plus haut, incontrôlables, leur fauteuil gravitationnel ne répondant plus aux commandes manuelles. Une ambassadrice Shaltari protégeait ses yeux vitreux de ses doigts tremblants, sa peau translucide affichant des motifs effrayants et alarmants. L'œil d'Anu s'épanouit. Des motifs géométriques, complexes et étranges, tourbillonnaient à sa surface. Il se déployait comme un organisme vivant, tournoyant et tissant une architecture d'ombre et de lumière qui se projetait sur les molécules mêmes de la chambre. L'espace autour de Marcus se déforma, la lumière se courbant selon des angles impossibles. Les ombres s'étiraient et se tordaient de façon surnaturelle. Le sol en miroir se déforma, reflétant 1000 images brisées du même instant, depuis des perspectives qu'aucun être vivant n'aurait dû percevoir. Une vibration profonde, à la limite de l'audible,
gronda dans l'air, un grondement venu des entrailles de l'univers lui-même. Et puis l'œil d'Anu parla. Sa voix n'était pas singulière. C'était un chœur, une convergence harmonique qui résonnait de chaque mur, de chaque surface, de chaque molécule d'air. Il ne parlait pas en volume, mais en présence. Une réalité bouleversante s'imposait à tous ceux qui l'entendaient. Les véritables porteurs étaient reconnus, l'accès leur était accordé, les mots ne trouvèrent aucun écho. Ils s'enfoncèrent, s'enfonçant dans la peau, l'esprit et l'âme, résonnant dans la chambre avec une force écrasante. Le chaos éclata, des klaxons d'alarme retentirent depuis des panneaux cachés, leurs stroboscopes cramoisis projetant des éclairs criards sur les broderies dorées des robes Ishkuran. Les protocoles d'urgence s'activèrent, claquant les portes blindées et verrouillant les champs de sécurité selon des schémas frénétiques et décousus. Les réseaux de capteurs, submergés par les mesures d'énergie impossibles, s'allumèrent et s'éteignirent en succession rapide. Les ambassadeurs crièrent à travers la salle, les ordres s'entrechoquant et se dissolvant dans la panique. Des détachements de sécurité de guerriers édirani se mirent instinctivement à protéger les leurs. Mais même eux vacillèrent, leurs armes vacillant dans l'air, incertains face à une force qu'ils ne pouvaient quantifier, et encore moins résister. Marcus resta immobile au centre de tout cela. Il ne broncha pas lorsque les alarmes hurlèrent autour de lui, ni lorsque les stroboscopes peignirent son visage de violents éclairs rouges et blancs. Ses mains retombèrent lentement le long de son corps. Sa posture était inébranlable. Ses yeux gris brillaient, non pas de larmes, mais du poids d'un moment porté par des générations de silence et de lutte. Il se dressait tel un pont entre le passé oublié et l'avenir incertain. Le capitaine Adrian Tyler, toujours figé au milieu de la délégation humaine, fixait Marcus comme s'il le voyait pour la première fois. Une légère grimace au coin de ses lèvres trahissait une fierté si féroce qu'elle en était douloureuse. Le lieutenant Eric Mallory retint de justesse un cri de triomphe, les poings tremblants, luttant pour maintenir le décorum au milieu du chaos. Sous les larmes, la délégation d'Ishkaran s'était effondrée. Varesh Kaul était tombé à genoux, ses mains squelettiques crispées sur son front, comme pour occulter une réalité trop terrible à affronter. Ses assistants se groupèrent autour de lui, bafouillant des propos incohérents, leurs robes dorées tachées de peur. Un envoyé Telvanni bondit de son siège, glissa sur le sol lisse et percuta un groupe de fonctionnaires uvates qui poussèrent des cris aigus et étouffés de panique. Un groupe de Shaltari tenta de reculer, mais se retrouva piégé par leurs propres robes emmêlées. L'œil d'Anu continuait de pulser, non pas de manière destructrice, mais avec une détermination indéniable. Chaque battement envoyait une onde à travers l'espace et l'esprit, synchronisant les cœurs et les systèmes à sa cadence impossible. Marcus inspira lentement, profondément, le souffle emplissant ses poumons comme un rite sacré. Il savait ce qu'il avait fait. Il savait ce qui s'était réveillé. Et il savait que rien, ni les traités, ni les armées, ni même le temps lui-même, ne pouvait désormais nier ce que l'humanité avait reconquis. La pièce autour de lui se transforma en chaos. Des ordres hurlèrent, des protestations hurlèrent, des alarmes retentirent, des armes dégainées. Rien de tout cela n'avait d'importance. Il demeurait, immobile, l'incarnation d'une vérité plus ancienne qu'aucun d'entre eux n'était prêt à l'admettre. Et quelque part, dans les profondeurs oubliées de la galaxie, d'anciens systèmes surgirent de leur sommeil millénaire, répondant à l'appel que seuls les véritables porteurs pouvaient invoquer. Un rugissement de sirène d'alarme résonna encore sous les vastes arches de la salle du Conseil galactique lorsque l'ambassadeur Varesh Kaul se redressa en titubant, ses lourdes robes dorées pendant de sa silhouette décharnées telles des bannières en lambeaux. « C'est illégitime !» hurla-t-il, la voix brisée par le désespoir. Ses mains griffues tremblaient tandis qu'il pointait un doigt tremblant vers Marcus Stein, toujours immobile et immobile au centre du tourbillon. Un piège humain. Ils ont profané l'œil, impossible à reconnaître. Rares étaient les délégations rassemblées qui se manifestèrent pour le soutenir. Le chaos qui avait autrefois rempli la salle s'atténuait, se figeant dans un silence pesant et pesant. Les délégués qui avaient auparavant ricané ou ignoré la présence humaine fixaient maintenant la scène dans un silence stupéfait, leurs visages trahissant des émotions bien plus complexes que le dédain. Près de la section Telvanni, le conseiller Zinvar, une silhouette squelettique aux plaques exosquelettiques irisées, se penchait vers son voisin, murmurant des syllabes rauques et claquantes. Depuis les bancs Varati, le seigneur commandant Jorak, sa silhouette aux écailles de bronze dominant les fonctionnaires subalternes,
croisait les bras et plissait pensivement ses 4 yeux noirs. Les Eltariens, habituellement distants dans leur chambre à gravité nulle, se rapprochèrent les uns des autres, échangeant des signaux furtifs par éclairs de bioluminescence atténuée. Les Shaltari, dont les robes translucides scintillaient avec inquiétude, gardaient leur distance, mais ne détournaient plus le regard. Le respect ou la peur prenaient racine là où la moquerie avait fleuri. La protestation de Varesh Kol devint incohérente. Sa voix, tendue au point de se briser, finit par se briser complètement. Ses assistants, des Ishkourans minces à la peau cendrée et aux tatouages dorés, se groupèrent autour de lui, chuchotant avec urgence, mais aucune réponse cohérente ne lui parvint. Leurs robes dorées, autrefois symbole de fierté, paraissaient désormais criardes et ridicules sous les lumières stroboscopiques des secours. Au fond de la salle, le ministre Sarek Davor de l'Archant se leva lentement de son siège à haut dossier. Sa peau translucide reflétait les projections holographiques brisées qui tournoyaient dans la salle, lui conférant une présence fantomatique. Ses yeux aux multiples facettes se plissèrent, pensifs, tandis qu'il parlait. Sa voix était amplifiée par les communications réparées. « Ambassadeur Varesh Kol », dit Davor d'un ton sec et neutre. L'œil d'Anu a reconnu la délégation humaine. Les rituels de reconnaissance sont inscrits dans les plus anciennes chartes du Conseil. Toute contestation est impossible. Ces mots s'abattirent sur la délégation ishkurienne. Un murmure se répandit dans la salle. Doux, conspirateur, opportuniste. Près du banc des humains, l'ambassadeur Daniel Dimple, un homme mince aux traits anguleux, vêtu de l'uniforme gris foncé du corps diplomatique de la Terre unie, échangea un bref regard silencieux avec le capitaine Adrian Tyler. Les lèvres de Dimple se pincèrent en un sourire esquissé tandis qu'il s'avançait, saisissant l'instant comme une lame saisie par la garde. D'une voix calme et d'une précision chirurgicale, Dimple s'adressa à la salle. L'œil d'Anu, ayant confirmé la légitimité de l'humanité concernant les secteurs du néant, nous proposons le rejet immédiat de la motion d'exclusion initiale. De plus, nous proposons la reconnaissance formelle des droits souverains d'exploration de sol, conformément au mandat d'exploration du Conseil. Pendant un instant, personne ne parla. Puis des accords discrets et mesurés commencèrent à se répandre parmi les bancs. Les Kalari, les délégués de guerre murmuraient dans leurs voix graves et rauques. Les conseillers Telvanni s'entrechoquaient. Même les Varatis, impassibles, échangèrent des hochements de tête laconiques. Les Ishkarans restèrent muets. Le vote fut lancé, non pas avec cérémonie, mais avec une efficacité brutale. Les délégués, qui autrefois se seraient délectés d'entraîner l'humanité dans d'interminables impasses bureaucratiques, s'empressèrent désormais d'agir, certains par crainte d'être laissés pour compte, d'autres flairant une opportunité dans les vents changeants. Les votes apparaissaient sur des décomptes holographiques clignotants projetés au-dessus de l'estrade centrale. Résultat, traité d'accès au secteur du vide, ratifié, par mandat du Conseil. Le verdict brilla une fois d'une vive lumière rouge, puis se transforma en or, scellant la revendication de l'humanité aux yeux de tous. Marcus Tan se tourna légèrement vers la délégation humaine, croisant le regard du capitaine Tyler et du lieutenant Mallory. Aucun mot n'échangea entre eux. Il n'en avait pas besoin. Tyler resta immobile, le souffle court, haletant, silencieux, à peine retenu. Les lèvres de Mallory tressaillirent, juste assez pour trahir le sourire qu'il refusait d'afficher. Victoire, gagnée non par la force des armes, mais par la force de la vérité. Le genre de victoire qui comptait. Marcus ouvrit la marche à travers le sol en miroir, la délégation humaine se formant derrière lui. Les têtes se tournèrent pour les suivre, non pas par moquerie cette fois, mais avec une force plus marquée. Je suivais leur passage, non plus avec moquerie, mais avec une force plus marquée. Calcul, prudence. Le genre de regard réservé aux joueurs qui révélaient soudain des armes que personne n'attendait d'eux. Le banc d'Ishkaran était figé dans un silence stupéfait. La lumière de la salle du conseil éclairant leur or cérémoniel en reflets déformés et grotesques. Les bottes de Marcus résonnèrent lourdement sur le sol lorsqu'il passa devant le piédestal où l'œil d'Anu palpitait encore doucement, sa surface gravée de symboles désormais illuminés d'un pouvoir ancestral. Il marqua une pause, jetant un dernier regard vers les hologrammes tourbillonnants des secteurs du vide. À travers les champs d'étoiles projetées, de nouveaux signaux commencèrent à fleurir, tels des étoiles soudaines. Des icônes de capteurs, endormis depuis des millénaires, s'allumèrent sur des mondes lointains. Dans le vide au-delà de l'espace connu,
des stations automatisées s'éveillèrent de leur sommeil éternel. Des coffres se décellèrent, envoyant des impulsions cryptées dans l'obscurité, répondant à l'appel du rituel. Marcus les vit tous, les lueurs lointaines de machines plus vieilles que la mémoire elle-même s'agitant en réponse à ce qu'il avait fait. Les conséquences de l'activation commençaient à peine à se faire sentir. Il se retourna vers sa délégation et reprit sa marche vers la sortie. Derrière lui, le Conseil peinait à se ressaisir. Devant lui, la galaxie s'ouvrit et l'humanité, autrefois rejetée, autrefois ignorée, prit possession de son héritage légitime. La lueur froide des capteurs pulsait contre les murs d'acier de l'avant-poste Erebus, où le silence se mesurait non pas en secondes, mais en battements de cœur, attendant qu'un problème survienne. Le capitaine de corvette Ethan Ford se pencha au-dessus de la centrale. Debout sur la console, son regard perçant rivé sur le flot d'anomalies qui se déversait sur les écrans holographiques et les vagues frénétiques de pourpre et d'or. Autour de lui, des techniciens en uniforme sombre se déplaçaient rapidement mais méthodiquement, recalibrant les instruments et comparant les données à d'anciens modèles classifiés. « Confirmez-le encore », dit Ford d'une voix basse et assurée. « Nous avons déjà vérifié 3 fois, monsieur », répondit l'enseigne Ward, un jeune homme aux cheveux courts et au visage crispé par la tension. Les signatures d'activation correspondent presque parfaitement à l'architecture du relais Anilzan. Ford se tut, le poids de ses mots lui pesant sur la poitrine. Localisation du signal ? Multiple, dit Ward en désignant une carte du ciel criblée de nouvelles icônes clignotantes. Balises dormantes, portes de coffre, nœuds de réseau de communication, tout se réveillant dans des secteurs isolés. Une pulsation silencieuse traversa l'avant-poste, le genre de pulsation qui ne provenait pas de machines, mais d'hommes réalisant que l'histoire venait de se dérouler sans leur demander la permission. À des milliers d'années-lumière de là, à la station de commandement Hélios en orbite terrestre, des rapports similaires affluaient dans les systèmes cryptés du Grand Conseil stratégique. Dans l'immense centre d'opération, des dizaines d'officiers travaillaient avec une précision quasi mécanique. Des tables holographiques s'animaient tandis que d'anciennes cartes stellaires, certaines datant des premiers pas hésitants de l'humanité dans l'espace lointain, se superposaient à des données inédites et invraisemblables. Le major Grant Mason, chef de la reconnaissance stratégique, se tenait devant l'écran principal, les bras croisés sur la poitrine. Son visage buriné restait neutre, mais ses pensées s'emballaient. Derrière lui, le général Hugo Reeve, large, cheveux argentés, uniforme impeccable, entra dans la pièce, suivi d'un cortège de conseillers et d'assistants. Il ne perdit pas de temps. « Sitrep » aboya Reeve. Mason se retourna et salua d'un geste sec. « Monsieur, plusieurs structures d'origine Anilzan se sont réactivées dans les secteurs du vide. Nous avons confirmé au moins 24 signatures énergétiques distinctes et potentiellement davantage en attendant la triangulation. »« Un mouvement des forces du Conseil ?» demanda Reeve, la voix hachée, anticipant déjà la réponse. « Minimal », dit Mason. « Il tente de supprimer l'information. Blocage de données. Campagne de désinformation. Mais c'est trop tard. Nos avant-postes ont capté directement les premières émissions. » Reeve serra les dents. Il gagne du temps. Oui, monsieur. De l'autre côté de la pièce, Marcus Stein arriva sans cérémonie, flanqué de 2 agents du renseignement. Sa présence suscita un vague de reconnaissance, celui réservé aux hommes qui avaient déjà changé le cours de la galaxie en restant ferme au moment crucial. Il s'approcha du général Reeve, son regard gris scrutant les écrans. « Ils essaient de gagner du temps, » dit Marcus à voix basse. « Ils savent ce qui a déclenché la situation, mais ils ne savent pas comment la contrôler. » Reeve émit un grognement d'approbation en croisant les bras, ce qui signifie que nous devons agir maintenant, avant que les autres ne puissent fermer la fenêtre. La table holographique principale se déplaça à nouveau, affichant cette fois les secteurs du vide eux-mêmes, de vastes étendues sans étoiles parsemées de nœuds clignotants, chacun représentant une relique d'Enilzan réveillée. La tension au centre d'opération s'intensifia, non pas par peur, mais par la gravité de l'opportunité. Dans une petite salle attenante, les plus hauts gradés des armées, des scientifiques et de la diplomatie terrestre se réunirent autour d'une table ovale austère. Des écrans encastrés dans les murs diffusaient en direct les rapports de base dispersés. Erebus, Hélios, Sentinel Reach, Station Dracon. Tous confirmèrent le même phénomène. Les ossements morts de la galaxie reprenaient vie. Le général Reeve présidait la réunion,
entouré de Marcus Stein et de l'ambassadeur Daniel Dimple. Le docteur Elias Corbin, chef de la recherche xénotechnologique, son visage anguleux ne trahissant rien de ce qu'il ressentait sûrement comme des gentlemen. Reeve commença sa voix, coupant le faible murmure des conversations parallèles. Nous nous trouvons au seuil du plus grand saut stratégique de l'histoire de l'humanité. Le Conseil va essayer d'enterrer cela pour réguler et restreindre l'accès. Nous avons le choix d'agir vite et de revendiquer notre place ou de laisser la prudence confier l'avenir à quelqu'un d'autre. La salle devint silencieuse. Marcus se pencha légèrement en avant. « Nous ne pouvons pas nous permettre d'hésiter, » dit-il. « Chaque instant d'attente est un instant de plus pour leur consolidation. » L'ambassadeur Dimple fronça les sourcils, les doigts entrelacés. Agir trop vite pourrait provoquer une réaction coordonnée, des sanctions, des embargos, pire encore. « Qu'ils arrivent, » dit Reeve d'un ton neutre. « Nous répondons à la Terre. Pas au Conseil. » Le docteur Corbin prit la parole. La voix mesurée. « Nous devons aussi tenir compte des facteurs de risque. Ces systèmes étaient en sommeil pour une raison. Nous ne comprenons pas pleinement ce qui nous réveille. Nous en comprenons suffisamment, » répondit Marcus en croisant le regard de Corbin sans sourciller. Les Anilson n'avaient pas laissé ces reliques derrière eux pour le spectacle. Elles étaient destinées à être utilisées. Si nous n'agissons pas les premiers, quelqu'un d'autre le fera. Pendant un long moment, seul le bourdonnement des systèmes de filtration d'air rompit le silence. Puis Reeve hocha la tête, une décision se cristallisant. Préparation, phase 1, immédiate. Autour de la table, des hochements de tête sinistres s'échangèrent entre les hommes. Les ordres furent transmis en quelques secondes par des lignes sécurisées à travers les chantiers orbitaux terrestres. Les pinces d'amarrage se détachèrent des coques noires et lisses marquées de l'emblème de la Terre unie. Les équipages se précipitèrent pour charger des fournitures. Des drones à balayage avancé, des stabilisateurs environnementaux, des unités de décryptage xénolinguistique, les vaisseaux d'expédition, les lavemantes Elish Gilgamesh, Gilgamesh et Gilgamesh-Du étaient les meilleurs jamais construits pour les opérations spatiales lointaines. Sur le terrain, des groupes de travail spécialisés se sont rassemblés, des linguistes formés au dialecte Enilzan reconstitué, des historiens versés dans les anciens traités cosmiques et des spécialistes du combat familier avec la guerre d'architecture extraterrestre. Familier, avec la guerre d'architecture extraterrestre au cœur de tout cela, Marcus Stein se tenait avec le capitaine Adrian Tyler et le lieutenant Eric Mallory au centre de commandement de l'expédition surveillant les derniers préparatifs à travers des fenêtres d'observation renforcées. Tyler a vérifié les listes de déploiement final avec des vecteurs de lancement d'efficacité mécanique et des algorithmes de réglage adaptés aux champs gravitationnels non euclidiens potentiels. Mallory, debout à une console proche, affichait un sourire crispé. Jamais je n'aurais cru assister un jour à la première véritable expédition humaine dans les ténèbres ancestrales. Ça me semble juste. Marcus resta silencieux un instant. Il regarda l'équipage charger les dernières archives cryo-stabilisées sur l'Enuma Elish, le poids de l'histoire, au sens propre comme au figuré, s'abattre sur lui. Derrière eux, au loin à l'horizon, la Terre rayonnait, résiliente, implacable, invaincue. Devant eux, les secteurs du vide attendaient. Des signaux provenant de mondes disparus pulsaient encore dans l'obscurité, les invoquant. Et cette fois, l'humanité répondrait. La passerelle d'abordage vibra en se scellant contre le flanc de l'Enuma Elish. Marcus Stein ajusta le fermoir de sa veste de combat gris foncé et franchit le sas renforcé, tandis que le sifflement discret des portes pressurisées se refermait derrière lui. Autour de lui, les hommes avançaient avec une détermination assurée, sans gestes inutiles, sans bavardage inutile. Chaque individu à bord avait été sélectionné pour cette mission, non seulement pour ses compétences, mais aussi pour sa capacité à affronter l'inconnu sans broncher. Le capitaine Adrian Tyler était déjà sur la passerelle, coordonnant les dernières vérifications des systèmes. Le lieutenant Eric Mallory se tenait à une console secondaire, vérifiant l'alignement des capteurs avec les officiers techniques. À leur côté se trouvaient ceux qui seraient le fer de lance de Marcus. Le commandant John Arez, responsable des opérations tactiques, le docteur Owen Kessler, archéologue en chef, et le docteur Richard Harlow, linguiste en chef
et sémioticien. Leur visage était sérieux mais imperturbable, et Marcus sentit une pointe de fierté lui monter, tempérée par l'immense responsabilité qui pesait sur ses épaules. Le rapport final des systèmes est au vert pour tous, annonça Tyler tandis que Marcus entrait sur la passerelle. Tous les vaisseaux d'expédition sont prêts à partir sur votre ordre. Marcus s'approcha de la console de commande centrale, observant à travers l'immense hublot qui encadrait la Terre, une bille lointaine et scintillante, tournant lentement sous eux. Au-delà, le vide s'étendait sans fin et noir. Parsemé de feux froids, une frontière plus ancienne que le souvenir et plus immense que la peur. Il fit un simple signe de tête pour initier le lancement de l'Enuma. Elish trembla, tandis que ses moteurs s'activaient, suivis par le Gilgamesh et le Gilgamesh. D'épaisses pinces dorées se détachèrent de l'orbite. La plateforme s'ouvrit avec un léger cliquetis mécanique. Une impulsion synchronisée parcourut la flotte. Un signal silencieux partagé par-delà les calmes rassurants. Les gardiens avançaient. Un à un, les vaisseaux virèrent de bord, leurs propulseurs s'allumant avec des lances blanches et brillantes qui les propulsèrent au-delà de l'ombre de la Lune, dans l'obscurité inexplorée. À bord de l'Enuma Elish, la tension bourdonnait malgré le professionnalisme discipliné de l'équipage. Tandis que les plaques d'accélération s'engageaient et que les amortisseurs inertiels compensaient, l'attraction familière de la gravité terrestre diminuait, remplacée par la vibration subtile des moteurs qui les propulsaient dans l'espace lointain. Dans le mess, des conversations bourdonnaient entre spécialistes, ingénieurs et soldats. On dit qu'un des signaux provenait d'une lune morte dans la dérive de l'Iscar, murmura le sergent Noah Flint à son coéquipier en ajustant les scellés magnétiques de son harnais d'armes. Si elle fait la moitié de la taille qu'il pense, on ne parle pas que de ruines. On parle de villes entières gelées sous la glace. Le soldat Devon West, à peine sorti de l'académie, se pencha, les yeux écarquillés. Et s'il y avait encore quelque chose de vivant là, dedans, Flint haussa les épaules, son geste pesant sous le poids de son exo-armure. Alors on espère que ce sera amical ou lent. Ailleurs, sur une plateforme d'observation silencieuse, le docteur Harlow se tenait à côté du docteur Kessler, tous deux scrutant le vide qui s'étendait devant eux. « On le sent » dit doucement Harlow. Son poids, le silence, comme entrer dans la tombe d'un dieu. Kessler eut un sourire crispé, ou le berceau de quelque chose de plus grand. Marcus passa derrière eux, écoutant, absorbant leurs paroles sans commentaire. Chaque voix sur ce vaisseau portait un fragment de l'énormité à laquelle il s'apprêtait à faire face. Il retourna à la passerelle, alors que l'Enuma Elish approchait de son premier point de cheminement, le pli de Lagrange, une anomalie gravitationnelle proche de la limite la plus éloignée de sol. Sans cérémonie, le vaisseau franchit le pli et pénétra dans les secteurs vides, un endroit qu'aucun vaisseau humain n'avait jamais traversé en toute légitimité. Les étoiles semblaient plus lointaines, moins nombreuses, comme si la lumière elle-même avait hésité à venir, et celles qui restaient observaient dans un silence glacial. La flotte évoluait dans un silence coordonné, le Gilgamesh et le Gilgamesh 2 se déployant pour former un périmètre défensif, tandis que des éclaireurs IA programmés se lançaient en avant pour repérer les dangers. La première destination était un amas de coordonnées appelé DS-119, une ceinture d'astéroïdes disséminée autour d'une étoile naine effondrée, morte depuis longtemps. Cachée à l'intérieur, des analyses préliminaires avaient révélé des signatures énergétiques, non naturelles, mais structurées, intentionnelles. L'Enuma Elish s'approchait prudemment, les balayages de ses capteurs illuminant l'obscurité. Là, nichée parmi les rochers à la dérive et les débris gelés, une station orbitale. Le temps l'avait ravagée, mais sa forme générale était restée. Un vaste anneau de modules interconnectés, leur surface noircie par des millénaires de micro-impacts et de brûlures dues aux radiations. D'étranges marquages géométriques, à moitié effacés par le temps, miroient sous les rayons du scanner. Marcus se pencha légèrement en avant, tandis que l'écran principal affinait les images. « Intégrité de l'amarrage » demanda-t-il. « Marginal » répondit Tyler. « Contrainte structurelle à 90%, mais pince magnétique localisée toujours active sur les sections 4 à 7. » Marcus étudia le schéma. « On y va. Équipe réduite au minimum. » Les yeux ouverts. En moins de 20 minutes, la première équipe d'atterrissage, dont Marcus lui-même, manœuvra dans la station abandonnée à bord des navettes d'expédition. L'intérieur était un labyrinthe de couloirs en ruine,
de montants effondrés et d'étranges structures semi-organiques incrustées dans les murs, des veines de matière qui palpitaient faiblement sous les scanners portables, mais ne manifestaient aucune hostilité manifeste. Le docteur Kessler passa ses doigts gantés sur l'une des excroissances semi-translucides. « Biocircuit », murmura-t-il, toujours en résonance. On dirait que la station rêve, toujours en résonance. On dirait que la station rêve. Plus loin à l'intérieur, ils découvrirent une salle d'archives, une immense voûte sphérique, dont les parois étaient recouvertes de nœuds de données vivants, pulsant faiblement selon des rythmes lents et méthodiques. Les mains du docteur Harlow tremblaient tandis qu'il activait un outil de décryptage, introduisant des fragments d'Ishitar Core reconstitués dans l'interface. Le coffre-fort répondait. Lentement, par à-coups, mais il répondait. Des données, des cartes anciennes, des schémas génétiques, des traités philosophiques rédigés dans des longueurs d'onde de sens dépassant tout alphabet humain, le souffle d'un empire remontant au-delà du temps mort. Le souffle d'un empire remontant au-delà du temps mort. Marcus s'autorisa un petit sourire rare en regardant les premiers flux de données se transformer en format lisible. C'était pour cela qu'ils étaient venus. C'était pour cela qu'ils étaient censés se réapproprier. Au-delà de la ceinture d'astéroïdes, de nouveaux signaux se firent entendre. Un autre avant-poste, celui-ci enfoui sous la croûte de glace d'une lune solitaire en orbite autour d'un géant sans lumière, le Gilgamesh déviait immédiatement de sa trajectoire. Ses moteurs gravitationnels étincelaient de blanc sur fond noir tandis qu'il s'inclinait brusquement vers la nouvelle coordonnée. D'autres découvertes se succédèrent rapidement. Un réseau de boucliers planétaires dormants, mais encore bourdonnant d'énergie résiduelle. Ces tours à moitié enfouies sous des couches de cendres cristallisées sur un monde inconnu. D'immenses plateformes d'armes à la dérive dans le milieu interstellaire. Leurs coques sont abîmées, mais leurs réacteurs dorment, attendant un ordre qui n'est pas venu depuis des milliers d'années. Une immense cité d'archives sous la croûte d'une exoplanète abandonnée. Ces bâtiments, tissés de lianes semblables à de la fibre de carbone, formaient des bibliothèques et des salles. Chaque découverte était une pièce de plus d'un puzzle oublié. Chaque signal, un nouvel écho de la civilisation qui avait autrefois régné sur les étoiles et qui, peut-être, avait voulu que l'humanité retrouve son héritage. De retour à bord de l'Enuma Elish, l'équipage de la passerelle travaillait dans une urgence contrôlée. Les réseaux de communication crépitaient d'ondes interceptées. Des vaisseaux extraterrestres, plus petits et moins organisés, tentaient désespérément de pénétrer dans les secteurs vides. Marcus se tenait à la fenêtre d'observation avant, les bras croisés dans le dos, observant les minuscules signatures de capteurs hostiles qui s'affinaient et s'estompaient sur la carte tactique. « Ils se bousculent », marmonna Tyler, essayant de prendre pied avant que nous ne scellions cet endroit. « Ils sont trop tard », dit Marcus d'une voix basse mais assurée. Devant eux, l'obscurité s'agitait. Elle avait attendu des millénaires, et l'humanité, implacable et inflexible, avançait pour reconquérir ce qui lui avait toujours appartenu. Le passage serpentait vers le bas, à travers des couloirs étouffés par des siècles de silence, les lumières de l'expédition creusant d'étroits tunnels dans l'obscurité. Ils avançaient lentement, armes baissées mais prêtes, passant devant des portes brisées et des baies d'observation effondrées où des fragments de machines extraterrestres étaient suspendus, figés dans le temps. Au bout de la descente, une arche massive se dressait, scellée par une plaque de métal gravée de glyphes profondément. Le docteur Richard Harlow s'avança, époussetant les gravures et les éclairant avec son scanner portatif. Sa voix rompit le silence pesant. Il était écrit « Station de commandement principal, corps de garde d'Enilzan », traduisit-il d'un ton respectueux. Marcus Stein hocha la tête, un mouvement subtil et plein de compréhension. Sans hésitation, ils actionnèrent la commande manuelle et, dans un gémissement qui résonna jusqu'aux os de l'ancienne structure, l'entrée s'ouvrit, révélant le cœur de l'empire oublié qui les attendait. Les lourdes portes du poste de commandement tremblèrent en s'écartant, révélant un hall si vaste et sombre que même les projecteurs de l'expédition peinaient à en percer toute la profondeur. Marcus menait l'avancée, flanqué du capitaine Adrian Tyler et du commandant John Ariez. Derrière eux, une unité tactique avançait en silence, armes baissées mais prêtes. Le docteur Owen Kessler et le docteur Richard Harlow le suivaient de près, tenant dans ses bras des ardoises de diagnostic et des nœuds de traduction,
leurs visages illuminés par la lueur fantomatique des données anciennes qui flottaient dans l'air. L'air à l'intérieur était plus lourd, plus épais, comme si la chambre elle-même se souvenait du poids des siècles. Marcus avançait avec assurance, ses bottes laissant de légères empreintes dans la fine couche de poussière qui s'était déposée sur le sol métallique lisse. Des glyphes à moitié familiers dans leur structure après des mois de décodage. La voiture Ishitar pulsait faiblement sur les murs, réagissant à leur présence au centre de la station, s'élevait une estrade colossale, et sur elle, le noyau de commandement de l'Anilzan, une structure de métal fluide et de conduits cristallins disposés dans des géométries impossibles, bourdonnant à une fréquence juste en dehors de l'audition consciente. Tyler expira doucement à côté de lui. « Il est toujours vivant », murmura-t-il, avec une révérence dans chaque syllabe. « Docteur ». Kessler s'approcha du pylône de contrôle le plus proche, les mains légèrement tremblantes. Il activa une suite de numérisation et des flots de données codées commencèrent à défiler sur son écran. Les yeux d'Arlo s'écarquillèrent. Marcus, les marqueurs ADN. Marcus se tourna vers lui. Arlo déglutit, recalibrant l'interface. C'est dans leur code. Les Anilzans. Ils n'ont pas seulement laissé derrière eux des reliques. Ils ont tissé leur héritage en brins biologiques. L'ADN humain porte des résonances, des clés, ancrées bien avant que nous comprenions ce qu'était un génome. Un silence plus profond que l'émerveillement emplit la salle. « Ils nous ont semés », murmura Kessler. « Ils n'ont pas seulement influencé notre développement. Ils l'ont modelé, façonné, préparé. » Marcus s'approcha du noyau de commandement. Sans hésitation, il posa sa paume contre la surface lisse et irisée. Il n'y avait aucune résistance, aucune barrière, aucun mot de passe ni cryptage ancien. Le noyau l'acceptait, d'une vibration profonde et harmonieuse, la station entière prit vie. Plus de mots de passe ni de cryptage ancien. Le corps l'accepta. D'une vibration profonde et harmonieuse, la station entière prit vie. Des circuits dorés s'allumèrent sur le sol et les murs, traçant des motifs anciens à travers la chambre. Des systèmes endormis depuis des dizaines de milliers d'années répondirent instantanément à la présence de l'humanité, non pas comme des envahisseurs, mais comme des héritiers légitimes. À travers la flotte en orbite, l'Enuma Elish, le Gilgamesh Du, les voyants d'alerte clignotèrent, puis se stabilisèrent. Les officiers de passerelle sursautèrent tandis que leur console était inondée de flux cryptés d'un code Ilzan, désormais déchiffré sans effort sous surveillance humaine. Le commandant Reyes se pencha vers la station tactique, à bord de l'Enuma Elish. « La poignée de main des systèmes est terminée », annonça-t-il, l'incrédulité tintant sa voix habituellement stoïque. Ils nous répondent, comme si nous étions des commandants autorisés. La voix de Tyler grésilla dans l'oreillette de Marcus. Nous le voyons aussi. Pas de conflit, pas de résistance. Chaque système nous reconnaît. Marcus garda la main sur le noyau, sentant le bourdonnement de la puissance parcourir sa peau, résonnant avec quelque chose enfoui au plus profond de ses propres cellules. La station de commandement commença son véritable réveil. Au-dessus de la plateforme, le plafond s'ouvrit comme des pétales s'ouvrant sur un soleil sans lumière, révélant un appareil, un impossible moteur stellaire, des réseaux de matière noire et des conduits d'énergie plus grands que des villes, suspendus au-dessus. La première pulsation de lumière dorée jaillit du sommet de la flèche, s'élevant à travers les structures anciennes, la fine atmosphère du monde mort, et jusque dans l'espace. Les faisceaux se divisèrent, se fracturant en un réseau de lumière pure. Des informations et de l'énergie se répandirent dans le vide, chaque branche cherchant de longues et silencieuses installations Ilzan dispersées à travers les étoiles lointaines. Un à un, dans des systèmes proches et lointains, d'anciens nœuds s'éveillèrent. Sur un monde brisé en orbite, autour d'un soleil rouge mourant, une voûte monolithique s'ouvrit en tremblant pour la première fois depuis des éons, libérant des nuages de drones de préservation. Dans les profondeurs silencieuses d'un champ d'astéroïdes solitaires, des matrices de données cristallines sortirent de leur hibernation, envoyant des impulsions le long du réseau pour confirmer leur réveil. Sur le pont de l'Enuma Elish, le hublot principal s'assombrit pour filtrer la brillance qui les enveloppait désormais. La carte tactique explosa de signaux, des milliers, s'illuminant comme si la galaxie elle-même, endormie, s'éveillait à la rencontre de ses enfants perdus. Marcus leva les yeux. Au-delà de l'horizon du monde mort, un ruban une énergie dorée s'étendait dans l'obscurité, une veine de pure détermination reliant des lieux oubliés depuis longtemps et des promesses longtemps silencieuses.
Le capitaine Tyler se tenait à ses côtés, essoufflé. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Sur Terre, des bases d'observation cachées, enfouies profondément dans la croûte terrestre, dont les origines étaient oubliées de tous, se mirent à vibrer de la même pulsation dorée. Archives scellées déverrouillées. Dormants, satellites de défense inactifs, bioarchives et automates de construction furent mis en ligne, se synchronisant avec le signal qui les avait autrefois engendrés. À travers le noyau galactique, des cités Anilzans abandonnées, enfouies sous des océans de poussière et des croûtes effondrées, revinrent à la vie, leurs flèches s'élevant à travers les ruines pour capter à nouveau la lumière ancestrale. Dans des dizaines d'ambassades et de salles de guerre, les membres du Conseil observèrent, horrifiés et silencieux, leurs canaux sécurisés se mettre à clignoter, affichant un code ancien qu'aucun de leurs linguistes ne pouvait déchiffrer. Seule l'humanité, nouvellement née, nouvellement reconnue, en détenait les clés. Marcus retira sa main du cœur. La chambre resta animée, bourdonnant en signe de reconnaissance, tel un monarque antique s'inclinant devant son héritier légitime. Il ferma les yeux un bref instant, absorbant l'énormité de la situation. Lorsqu'il les rouvrit, sa voix était basse, posée, mais d'une portée incommensurable. « J'espérais sincèrement, dit Marcus à voix basse, qu'à la fin de ce cycle galactique, nous aurions accompli bien plus que ce que nous avons accompli. » Personne ne répondit. Les étoiles elles-mêmes semblaient écouter. L'impulsion finale du noyau de commandement jaillit vers l'extérieur, parcourant les veines dorées de l'espace. Une vague de lumière déferla sur la galaxie, illuminant des recoins oubliés, redonnant vie à des technologies endormies. L'humanité, née de ses cendres, forgée par le défi et guidée par des mains oubliées, se tenait désormais non pas comme des pétitionnaires à la table galactique, mais comme ses véritables architectes. Dans le silence qui suivit, la galaxie respira et l'ère suivante commença. « Salut, humain de l'espace. Je suis vraiment curieux de connaître ton avis sur cette vidéo. Laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu penses, ou dis-moi simplement bonjour si tu préfères. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Oh, et une dernière chose, tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors avant de partir, jetez un œil aux commentaires épinglés. Croyez-moi, c'est important. Et j'ai sélectionné une autre vidéo pour vous. Cliquez simplement sur la carte ici, ou ici si vous voulez la playlist complète. À bientôt.